bienvenue sur Nuances et Sciences, le podcast qui explore les médecines alternatives et complémentaires avec un regard nuancé, expérimental et scientifique. Je reçois aujourd'hui Daniel Zoulino, médecin et chercheur suisse à l'hôpital universitaire de Genève. Il participe aux essais cliniques de thérapie assistée par les psychédéliques et a déjà traité plusieurs centaines de patients avec des substances comme le LSD, la psilocybine, dans un cadre légal et thérapeutique. Pendant cet épisode, il nous explique les effets de ces substances, leurs risques et partage sa vision sur la distinction à faire entre son usage thérapeutique et socioculturel. Merci Daniel pour votre présence sur le podcast. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs ? Alors, je suis Daniel Zoulino, je suis le chef du service d'addictologie aux hôpitaux universitaires de Genève et professeur à la faculté de médecine à l'université de Genève. Alors, docteur Zoulino, vous êtes un des pionniers dans le monde de la thérapie assistée par les psychédéliques. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez expliquer ce qu'est un psychédélique ? Un psychédélique est une substance qui a des effets très très particuliers, entre autres un changement des perceptions. Donc, par exemple, on voit les choses d'une autre manière que habituellement, des couleurs plus vivaces, le- l'espace euclidien qui change, les murs qui peuvent changer de surface, où on peut avoir aussi l'impression qu'il bouge, qu'il respire. Euh, c'est pas juste la perception qui change, c'est aussi l'interprétation, donc la perception de, de ces phénomènes qui changent. Ensemble avec ça, surtout avec ce qu'on appelle les psychédéliques classiques, donc LSD, psilocybine, DMT, qui est la substance active de l'ayahuasca et quelques autres, ce qu'on appelle le sentiment océanique, un sentiment que tout est un, que la différence entre soi-même, les autres personnes, le monde, etc., s'estompe. C'est pas une annihilation de soi-même. On n'a pas l'impression qu'on n'existe plus. On a plutôt l'impression que la séparation de ce qu'on est soi-même et de ce qu'est la nature, le monde, etc., elle va s'estomper. Elle n'est pas si claire que ça. Et ceci est normalement vécu de manière très, très agréable et très positive. Et ça change bien évidemment aussi la façon de voir la réalité. Voilà. Après, on a décrit trois grands axes d'effets des psychédéliques classiques. Voilà, deux, j'ai déjà décrit, c'est les changements perceptifs, visuels, mais aussi autres. Et puis, le sentiment océanique, avec tout ce qui va ensemble. Le troisième, qui peut être un peu plus désagréable, ce sont des effets qui peuvent être anxiogènes où on peut avoir l'impression de perdre le contrôle sur ce qui se passe, sur ce à quel on est exposé. Ce troisième axe de phénomène, on l'appelle, on avait l'habitude de l'appeler les bad trips. Or, de bad trip, on parle quand la consommation de ces substances est hors cadre clinique. Dans un cadre clinique, on parle de challenging experiences, donc expériences difficiles. Difficile parce qu'on s'est aperçu que ces expériences, si elles sont encadrées thérapeutiquement, sont plutôt un très, très bon facteur pronostic d'effets thérapeutiques. Avec l'idée, du moment qu'on arrive à lâcher, à accepter ce qui se passe, on va pouvoir travailler par la suite psychothérapeutiquement là-dessus. Voilà, ça c'est Mhm. les trois grands axes. Après, il y a des substances qu'on appelle aussi psychédéliques qui ne sont pas très classiques, comme par exemple la kétamine ou la salvia divinorum. Mais ça, c'est une autre histoire. On ne les utilise pas. Non. D'accord. À propos de ce troisième axe anxiogène, est-ce que c'est ça qui est à l'origine du fait que maintenant c'est bien connu, les psychédéliques ne sont pas à l'origine d'addiction, contrairement à d'autres substances comme l'alcool, le tabac, Non. ou bien c'est d'autres domaines qui expliquent cela?
Non, ça n'a rien à voir. Il y a d'autres substances qui sont très anxiogènes. La cocaïne peut l'être. La nicotine est définitivement aversive. Les premières fois qu'on la consomme, Mhm. ça ne les empêche pas d'avoir un effet addictogène. L'effet addictogène est peu lié aux effets recherchés ou craints. Alors, les effets recherchés sont une motivation pour consommer. L'effet addictogène est quelque chose qui, si vous voulez, passe sous le radar. C'est un effet renforçateur des comportements, automatisation des comportements. Et on sait aujourd'hui que tous les produits addictogènes, que ce soit des substances, des drogues, etc., alcool, ou bien des stimuli environnementaux, comme par exemple sur Internet, tous ces stimuli addictogènes euh, induisent une libération très aiguë de dopamine qui fait cet effet renforçateur. Avec LSD et psilocybine, on n'a pas cet effet-là. Donc, déjà, neurobiologiquement, ça s'explique que les deux substances ne sont pas addictogènes. Même si l'LSD peut augmenter la libération de dopamine, mais elle le fait de manière beaucoup plus progressive et constante et pas de la même manière aiguë, ce qui pourrait éventuellement, c'est une hypothèse, aussi expliquer pourquoi aussi l'LSD est addictolytique plutôt qu'addictogène. D'accord, très bien. Du côté plutôt des effets maintenant sur la perception et le sentiment océanique, est-ce que ce sont des effets nécessaires pour obtenir ensuite un bienfait sur la dépression, par exemple? On ne le sait pas encore définitivement. Alors, il y a des données scientifiques qui montrent que il y a une corrélation entre effet mystique, voilà, le sentiment océanique fait partie de ça, de voir quelque chose de plus grand que soi-même, de percevoir ça, qu'il y a une corrélation. Corrélation ne veut pas encore dire causalité, mais on a clairement pu corréler ces deux aspects. Deuxième ligne d'argumentation, l'application de microdoses, donc environ un tiers des doses habituellement utilisées en traitement, n'ont pas pu être corrélées jusqu'aujourd'hui à des effets clairs thérapeutiques. Donc, ceci nous fait croire que pour l'instant, on a besoin de ces doses de ces claires doses psychédéliques. Il y a des études en cours, entre autres en Suisse, qui essayent de répondre à cette question, par exemple, en mettant les patients en anesthésie. Voilà, ne pas leur permettant de ressentir ce qui se passe en appliquant des doses, des microdoses ou des grandes doses, et puis pour voir est-ce que ça a un impact sur l'efficacité thérapeutique. Ces données-là, ces résultats, on ne les a pas encore. Donc, mais c'est une question sur laquelle la recherche s'est déjà penchée. D'accord, bah, très intéressant d'avoir ces résultats prochainement. Est-ce que les effets sont obtenus chez la plupart des patients ou bien certains patients ne ressentent rien, pas d'effet sur la perception, rien du tout? Alors, principalement, on peut l'induire chez tout le monde, mais pas tout le monde aura les effets. C'est juste que, du moment, maintenant, on a actuellement eu plus de 500 patients déjà dans notre programme, donc une certaine expérience. Ça arrive régulièrement que les patients, surtout à l'occasion de la première séance, ne ressentent rien ou disent ne rien ressentir. Après, on peut parfois observer et puis après coup, on peut quand même voir qu'il y a certains effets. Ceci est surtout dû à l'effet qu'on appelle le set, donc la préparation, ce qu'ils s'attendent et la façon de laquelle ils entrent dans ces séances. On peut arriver à certaines doses à résister aux effets, en ouvrant les yeux, en faisant ce qu'on appelle le grounding, etc. Pour avoir un effet, on connaît ça aussi du cannabis, il faut
permettre les effets d'arriver, de s'installer. Donc, il faut lâcher prise. Et à une première séance, ça peut, pour certains patients, surtout très anxieux et qui ont peu d'expérience avec des substances psychoactives, ça peut être difficile. Donc, ils résistent et du moment qu'ils commencent à lâcher, le pic est déjà passé et puis ça peut être décevant. Euh, Plusieurs façons voilà, de gérer ça, c'est ou bien on augmente les doses. À certaines doses, on peut plus résister, mais c'est clair que ça augmente aussi le risque d'avoir beaucoup d'effets désagréables à ce moment-là, le challenging experiences. Ou bien on prépare mieux et puis voilà, on peut faire des exercices aussi. Ça ne marche pas toujours la première fois, mais la deuxième fois, mieux de respiration, holotropique et d'autres. Mais souvent, ayant fait la première fois l'expérience que bah, il n'y a rien de dramatique, rien de grave qui se passe, surtout on ne meurt pas. Euh, Ça aide à laisser faire, à laisser aller, surtout aussi si on a déjà eu l'expérience dans le milieu, c'est toujours les mêmes salles. Donc, c'est plus facile d'entrer dans les effets psychédéliques à une deuxième, troisième séance que la première. Voilà. Ce n'est pas seulement une intervention que vous proposez, c'est plutôt un suivi avec plusieurs sessions. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement dans votre service comment est-ce que vous fonctionnez à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des, des séances de préparation avec un entretien psychiatrique? Combien vous proposez de séances en général? Et puis, est-ce qu'il y a un après aussi? Oui. Alors, ce qui est fixe, c'est en cinq étapes, si vous voulez. Normalement, on parle de trois, nous, en cinq. Il y a la première étape, elle est une exigence, c'est une prise en charge psychothérapeutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des traitements, c'est des psychothérapies assistées par psychédéliques. Ce ne sont pas des traitements psychédéliques. Donc, l'expérience psychédélique est censée catalyser de nouveau des processus psychothérapeutiques. Alors, il faut une psychothérapie qui, quelque part, piétine ou est bloquée sur quelque chose. Là, on peut avoir plusieurs façons bien sûr, de voir ce blocage, cette psychothérapie non concluante. Première étape. Deuxième étape, c'est la préparation même aux séances psychédéliques. Ça peut être, ça dépend, hein. Ça dépend, est-ce que le patient est déjà pris en charge par nous-mêmes? Là, c'est un peu un principe intégré, c'est toujours les mêmes personnes. Ou bien est-ce que c'est un collègue, une collègue externe au service qui fait la psychothérapie et puis nous, on fait juste les plateaux techniques. Dans le deuxième cas, on va plutôt avoir tendance d'en faire plusieurs séances, voilà, aussi pour mieux se synchroniser avec la patiente. Là, on a la deuxième. La troisième est la séance ou les séances psychédéliques. Le quatrième, c'est ce qu'on appelle les séances d'intégration. Ça peut être une, ça peut être toute une série, ça peut durer un jour. Souvent, ça dure plutôt des semaines. Et puis, la cinquième, on retourne dans la psychothérapie qui, entre guillemets, a été mise en suspens au bénéfice de ces procédures. L'exigence, en principe aussi de l'Office fédéral de la santé publique, qui donne les autorisations de ces traitements et qui est un traitement en amont. Qui est pour des indications psychiatriques un traitement psychothérapeutique qu'on puisse argumenter que sans l'essai psychédélique, ce traitement ne va pas avoir les effets espérés. Et puis que par la suite, aussi après la terminaison de la procédure, ce traitement soit repris ou un autre traitement psychothérapeutique soit initié. Ça, c'est les exigences de l'OFSP et aussi la nôtre. On ne prend pas en charge des patients qui ne sont pas déjà en traitement. Donc, on ne fait pas du one-shot, ce qui nous évite, entre autres, aussi
d'inclure dans notre programme des chercheurs d'expérience, juste de la recherche de soi. Ouais. Tout- les psychonautes de toutes couleurs, voilà. Est-ce que c'est vraiment juste pour éviter ça, ou bien il n'y a pas de bénéfice chez quelqu'un qui vient tout juste de développer une dépression? Est-ce qu'il faut nécessairement qu'elle soit résistante au traitement? Alors, la question de la résistance est encore, voilà, ajoute encore une couche. Actuellement, dans le développement des substances, donc dans les études double aveugle, contrôlées, etc., on est au début du processus. Donc, on commence par principe toujours du moment qu'il y a des traitements en première intention bien validés, et c'est le cas dans la dépression par exemple, on commence toujours avec les patients résistants à ces traitements non répondants. Ça, c'est pour le développement des substances. Pour le compassionate use, parce que de ça, il s'agit chez nous en Suisse, bah, c'est la règle. On ne peut pas passer à quelque chose qui n'a pas l'enregistrement de mise sur le marché en première intention. Il faut qu'il y ait déjà des traitements essayés, des traitements autorisés qui ont été essayés et qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Donc, c'est une exigence réglementaire. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. On ne sait pas pour l'instant si, en première intention, ces traitements agiraient aussi. Disons, théoriquement, il y a beaucoup de raisons de penser qu'on pourrait commencer une psychothérapie dès le début avec ça, mais on n'a pas l'expérience, on n'a pas les données. On a Mhm. une longue expérience en Suisse avec ces traitements-là, déjà dans les années 80, mais le principe a toujours été un peu celui que on va l'utiliser en dernière intention. D'accord, ok. C'est pour le moment, on n'a pas suffisamment de données pour se permettre de, de faire ça sur n'importe quel patient, et puis il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur ce marché de ce type de traitement. Est-ce qu'il existe des risques? On entend parfois dans les informations des suicides de patients, enfin justement pas de patients, mais plutôt de psychonautes qui testent les psychédéliques. Mm. Est-ce que c'est des cas isolés, ou bien c'est un réel risque à prendre en considération? Peut-être beaucoup moins dans la psychothérapie assistée, puisque en théorie vous êtes présent dans ce genre d'expérience. Euh, Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Alors, dans les traitements, c'est déjà arrivé, pas chez nous, heureusement, mais ça arrive. Alors, on traite des patients qui sont au bout, normalement, de décennies de tout essai et puis qui mettent parfois tous leurs espoirs là-dedans. Donc, il faut s'attendre que tôt ou tard, il y ait des suicides. Le suicide n'est pas rare dans la population, donc il y a, voilà, c'est un calcul assez facile à faire. De plus on a d'inclusion dans les programmes, plus il y a de risques que tôt ou tard, il y aura aussi un suicide. Déjà généralement et encore plus particulièrement du moment qu'on considère que c'est des patients qui amènent déjà ce risque-là. La question, est-ce que les psychédéliques eux-mêmes pourraient l'induire? Théoriquement, il y a une ligne argumentative qui dit que du moment que quelque chose est antidépressif, alors si on extrapole des traitements antidépressifs, à un certain moment, on augmente le risque, pas de suicidalité, mais d'actes, du moment que les personnes deviennent plus actives et ont une énergie vitale qui leur permet de mettre en acte ce qui était dépensé avant. Pour l'instant, on n'a pas de données qui confirment, qui valident ça, mais théoriquement, c'est possible. Après, on a des données épidémiologiques. Alors, si on partait de l'hypothèse que les psychédéliques, l'expérience psychédélique amène à une augmentation de risque, les consommateurs hors clinique de psychédéliques devraient avoir un risque suicidaire plus important. Ce n'est pas le cas. Il y a même des données qui montrent que c'est plutôt le contraire. Après,
faut contrôler pour certains facteurs. Du moment que c'est des multiconsommateurs, il y a de la cocaïne, de l'alcool, etc., le Mm. risque augmente. De nouveau, si c'est des monoconsommateurs, le risque diminue. Mais monoconsommateurs, c'est définitivement pas la même couche socio-culturelle que des Mhm. multiconsommateurs. Donc, vous avez plein de facteurs confondants qui entrent dedans. Actuellement, on ne peut pas dire que ça augmente le risque. On ne peut pas le dire. Ok, très bien. Du point de vue des patients, encore une fois, on a bien compris qu'il fallait qu'ils soient résistants, mais surtout pour des questions de manque de données. Euh, Quelles données on a actuellement sur quelle pathologie c'est plus ou moins validé, en tout cas en recherche? Est-ce que c'est uniquement la dépression résistante? Est-ce qu'on l'utilise aussi pour le stress post-traumatique, par exemple? Alors, pour le stress post-traumatique, il y a des études en cours avec la psilocybine. Il y a pas mal d'études, de bonnes données pour le MDMA, qui n'est pas un psychédélique classique, qui a des effets qui touchent un peu ce qu'on a avec LSD et psilocybine, mais qui a beaucoup d'autres effets qui sont recherchés dans cette substance. Là, il y a des clairs de données. Pour psilocybine et moins pour le LSD, alors beaucoup de choses se font avec la psilocybine. C'est plus facile aux États-Unis d'utiliser cette substance-là. Alors, il y a des troubles anxieux entre-temps qui ont été testés, des TOC. Nous, on a toute une série de patients TOC. Il y a des addictions. Ça marche même très, très bien. Alcool, nicotine. Ça, c'était les premières études. Entre-temps, on a pour la cocaïne, pour les opioïdes. On a, nous, déjà une série de cas avec des consommateurs de crack où ça, en partie très, très bien, fonctionner, des multiconsommations. Il y a l'anorexie qui est en train d'être testée. Ils ont bossé avec des bons résultats. Il y a un intérêt. Là, il y a une grande discussion sur la dose pour les démences débutantes, puisque on sait aujourd'hui qu'avec les psychédéliques classiques, on réorganise de manière aiguë, surtout le réseautage neuronal. Donc, on peut éventuellement de nouveau accéder à d'autres réseaux et compenser la perte de certaines connexions neuronales. Et puis, on a un effet de neuroplasticité qui peut durer même pour certains effets des mois. Donc, un certain intérêt dans les maladies neurodégénératives. Mais là, on est vraiment tout au début. En fait, actuellement, il y a des dizaines d'études que vous trouvez sur les registres habituels. Et puis, le spectre d'indication auquel on s'intéresse, il s'élargit continuellement. On va clairement, ça va se rétrécir dans le temps. Ça ne va pas être la panacée pour tout. On ne va pas commencer à traiter tout le monde avec des psychédéliques. On ne va pas le mettre dans l'eau potable, mais il y aura certainement pas mal d'indications pour lesquelles c'est intéressant. Encore une fois, ça réorganise les réseaux neuronaux. Ça a un fort effet de neuroplasticité, ça réduit certains mécanismes d'inflammation. Donc, il y a beaucoup d'effets peu spécifiques qui sont intéressants pour pas Mhm. mal de maladies psychiatriques et neurologiques, ou bon, même au-delà de ça. D'accord. Au niveau des applications, ce serait que au niveau neurologique et psychiatrique. Il n'y a pas de bénéfices cardiovasculaires, par exemple. Pour l'instant, non. Non. Alors, au niveau cardiovasculaire, il y a un risque très, très relatif auquel faut penser. Ces deux substances augmentent la tension artérielle et la fréquence cardiaque durant le pic. Alors, 10, environ 10 millimètres, 20 rarement. Donc, on essaie d'éviter des hypertensions durant la séance. Nous, normalement,
On fait valider le traitement par un cardiologue quand il y a des soucis, mais on a déjà eu des patients après infarctus, pontage, etc. C'est faisable. C'est un risque théorique juste maintenant, mais il faut bien tenir en Mhm. tête que voilà, il y a des effets aussi sur le système somatique. D'accord, donc il existe quand même des contre-indications que vous recherchez avant les thérapies. Oui, Euh, Peut-être un petit peu donc au niveau de la tension artérielle. Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être en psychiatrie par exemple? alors en psychiatrie, il est d'usage de ne pas inclure des patients avec psychose ou des antécédents ou voire même des antécédents familiaux de psychose ou de troubles bipolaires. Ceci est une mesure de précaution. Alors, on n'a pas de vraies données qui nous disent que ben, ça va induire des psychoses ou ça va à long terme les péjorer. On peut même s'imaginer, on l'a déjà fait, que ça puisse améliorer une partie des symptômes, notamment les symptômes négatifs. Voilà, que ça puisse modeler un peu tout ça. Pour le trouble bipolaire, il y a eu des descriptions de virages maniaques, ce qui en soi n'est pas étonnant quand on a un effet antidépresseur, mais euh, on ne peut pas affirmer actuellement qu'il y a un grand risque. Actuellement, on évite le plus possible, ou si on le fait dans un cadre très encadré. Ça sera certainement pas une des premières indications. Voilà, je ne sais pas, on est prudent plutôt. Ok. Vous avez bien précisé que l'effet des psychédéliques était plutôt non spécifique. Est-ce qu'il y a tout de même, par exemple, des, euh, des pathologies dans lesquelles un psychédélique est plus efficace qu'un autre? On ne peut pas le dire aujourd'hui, non. On utilise de préférence aujourd'hui le MDMA, donc le nom de rue de l'ecstasy, pour le PTSD, mais c'était une décision sur base théorique au début. On n'a pas de données comparatives et surtout on a encore très peu de données avec psilocybine et LSD. Nous, dans notre pratique, on a eu toute une série de patients avec des symptômes de PTSD qui ont assez bien répondu, que ce soit à la psilocybine ou à l'LSD. Donc, c'est trop tôt pour dire que voilà, ceci ou cela. Après, il faut aussi voir que pour la comparaison psilocybine LSD, alors le vécu est pratiquement le même. Il y a des descriptions aussi d'usagers réguliers qui disent que l'LSD, voilà, par exemple, les perceptions sont plus marquées, plus claires et plutôt tendant vers des couleurs chaudes. Il n'y a pas d'études en double aveugle qui a testé ça. Ce qu'on peut en tout cas dire que les usagers, or des participants des études sains, ils n'arrivent pas à faire la distinction. Donc, ils n'arrivent pas à dire, ben là, on a reçu de l'LSD ou de la psilocybine. C'est notamment des études baloises qui montraient, on n'arrive pas à faire cette distinction. On arrive à la faire par rapport à la durée d'action. Voilà. Si après 6 à 8 heures, ça s'estompe, c'est de la psylo. Si après 10 heures, on est encore un peu dans ces expériences, c'est de l'LSD. Ok, d'accord. Donc c'est plutôt la durée d'action qui va modifier, mais pas l'expérience en elle-même. Est-ce que vous avez un exemple concret d'un patient chez qui la thérapie a particulièrement bien fonctionné en racontant un petit peu son histoire? Il y en a plusieurs. Bah, si vous cherchez des spectaculaires, je vais vous raconter bien sûr cela. Alors, on avait une patiente qui, depuis plus de 30 ans, prenait des antidépresseurs, pas extrêmement dépressives, entre la dépression légère et puis qu'on appelle la dysthymie, mais tellement invalidante, voilà, qu'elle était l'assurance invalidité depuis des décennies, sans aucune période sans dépression.
Après la deuxième dose et maintenant plus de 3 ans sans antidépresseurs et sans symptômes. Voilà, ça arrive. Ces miracles arrivent. Autres patients hospitalisés durant des mois avec des multiples consommations aussi dans l'unité, cocaïne, crack, étamine, etc., pour lequel il était en principe pas prévu de l'inclure dans le programme où quand même la demande avait été faite, on ne sait plus exactement comment, et l'autorisation avait été accordée, puis on y est allé sans trop de conviction et qui complètement changé de personnalité et puis arrêté pratiquement toutes les consommations. C'est après la première prise. Donc, il y a ces phénomènes qu'on observe régulièrement. C'est pas la norme. On ne peut pas dire que tous sortent guéris, miraculés. On peut dire que dans notre cohorte, environ un tiers des patients a une claire amélioration décrite comme un changement massif dans le perception de leur santé, dans leur reprise d'un plan de vie entier est clairement amélioré et s'améliore dans les mois en psychothérapie. Donc, ça relance vraiment des processus psychothérapeutiques, ça les facilite. Un tiers, voilà, ça va un peu mieux, il faut encore faire du boulot. Parfois, ils reviennent et puis on fait une deuxième série. Alors, on a des collègues en Suisse qui font même des séries de 12 et voire plus séances. Alors, Mm. la pratique se développe aussi. D'accord. Est-ce que, bon, vu on obtient quand même des très bons résultats chez certains patients qui sont dans des impasses, est-ce que vous pensez que ça pourrait révolutionner la psychiatrie à l'avenir? Oui, alors révolutionner, pas parce qu'ils sont plus efficaces. Oui, quand quelque chose est plus efficace, ça fait toujours un petit bond en avant, comme on l'avait avec les neuroleptiques, les antidépresseurs, oui. Mais c'est pas ça forcément qui révolutionne. La révolution de la psychiatrie, c'est la façon de faire la psychiatrie. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on a ce qu'on appelle des traitements disruptifs. Juste maintenant, en pharmacologie, mais aussi en psychothérapie, on avait principalement des traitements que certains appellent orthopédiques, où progressivement, on essaye de corriger quelque chose qui est dysfonctionnel. Et on pense que c'est dans le temps, avec l'insistance, voilà, qu'on redresse un fonctionnement considéré dysfonctionnel. Là, on a quelque chose qui fait basculer d'un fonctionnement à un autre, qui tout d'un coup peut débloquer quelque chose. C'est un principe qu'on a déjà avec l'électrothérapie, ce qu'on appelait les électrochocs, où voilà, on a un phénomène de basculement. Avec les psychédéliques, on l'a aussi. C'est ça. Donc, cette idée que c'est toujours chronique et puis il faut corriger, et puis c'est à long terme. Ça, c'est un changement. Deuxièmement, c'est une approche qui intègre pharmacothérapie et psychothérapie, où l'idée n'est pas la substance fait, mais la substance induit quelque chose et puis il faut faire après avec ça. Ça, c'est un changement aussi dans la logique. Autre chose, il faut que après l'application, elle soit faite dans le milieu de vie. C'est pas l'expérience elle-même, c'est ce qu'on fait avec dans son milieu de vie, milieu social, milieu géographique, etc. Qui veut dire que ça exige aussi que ça soit une psychiatrie in vivo, que ce soit une psychiatrie dans la cité et pas dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui, on peut espérer, va faire disparaître les hôpitaux en périphérie et va, s'il faut des lits, les obliger à être là où les choses vraiment se passent, en ville, in vivo. Mhm. D'accord. Si il y a un retour un petit peu des psychédéliques depuis quelques années, pourquoi est-ce qu'on les a abandonnés alors que des études étaient déjà conduites dans les années 80? C'était une décision purement politique, comme toujours
l'histoire de la prohibition des substances psychoactives. C'est la fin des années 60. Aujourd'hui, on a les documents à disposition voilà, qui ont été mis en public de la prise de décision, notamment de l'administration américaine sous Nixon, qui avait plusieurs problèmes qu'ils devaient, à leur point de vue, résoudre. C'est la contestation des droits des Afro-Américains. Là, c'était surtout le cannabis qui était visé, et puis les contestataires de la guerre au Vietnam et en général les contestataires du monde hippie de ce côté-là. Alors, du moment que l'interdiction d'une opinion n'était pas possible, en tout cas pas dans ce système politique, il fallait trouver un autre moyen d'illégaliser le mouvement. Et puis, ils ont trouvé la méthode interdisant leurs substances préférées, argumentant que les substances sont dangereuses, sans utilité médicale. C'est ça l'argumentation pour les mettre sur la liste des stupéfiants. Et ils savaient déjà à ce temps-là que tout ça n'était pas juste. Mais par pression politique, ils ont réussi à le faire aux États-Unis et imposer ça. Ils avaient aussi des alliés aux organisations internationales, UNODC, et voilà, imposer ça avec des conventions internationales, la Suisse, la France, etc., tous ont dû adhérer. Ce sont des substances qui ne sont pas addictives, on le savait déjà, mais on les a interdits pour ça, qui ont un intérêt thérapeutique. Ben, il y avait des milliers de publications déjà à ce temps-là, la qualité de ce temps-là. Donc, deuxième argument, ne joue pas non plus. La dangerosité non plus. On ne meurt pas vraiment de ces substances-là. Ces histoires de vouloir voler, de tomber, c'est des légendes urbaines. Ce n'est pas arrivé, ça sort d'un comic strip américain qui l'a décrit. C'est une légende urbaine, ça n'est jamais arrivé. Donc cette substance, enfin, ces substances étaient consommées déjà à l'époque et le sont encore aujourd'hui par des personnes même en dehors du cadre de la psychiatrie. Euh, il est difficile de poser une limite à la santé et maintenant on intègre de plus en plus le côté spirituel à la santé qui peut donner un sens à la vie. Est-ce que vous pensez que les psychédéliques, peut-être pas, enfin pas aujourd'hui évidemment, mais à terme pourraient être également proposés pour un développement spirituel tout en s'intégrant donc dans une santé, dans une meilleure santé? Là, on sort du discours médical. Mais là, on est dans deux discussions qu'il faut absolument séparer. Il faut clairement les séparer. La question de l'efficacité thérapeutique, de l'intérêt thérapeutique est une affaire purement de la science. C'est pour définir que quelque chose est thérapeutique, on a besoin de méthodes scientifiques. Il faut pouvoir valider l'hypothèse que en appliquant la méthode, les gens vont mieux. C'est une affaire science. C'est pas une affaire sociétale dans le sens plus large ou politique. C'est pas par levée de main qu'on va décider qu'un médicament est un médicament. On va même le décider contre la majorité. Je sais qu'en France, vous avez parfois un peu de difficulté avec cette notion-là. Baclofène et autres substances, par voie populaire, on décide que ça doit être un médicament. C'est pas comme ça que la science marche. La science marche souvent contre intuition. Le deuxième débat, la question, est-ce qu'on doit pouvoir utiliser des substances à des fins non médicales, non thérapeutiques, que ce soit l'alcool, que ce soit d'autres substances, c'est une question sociétale. Est-ce qu'on veut que l'alcool soit présent dans une société? C'est une décision politique, donc sociétale. Si la majorité est de cet avis-là, par un discours politique qui n'est pas scientifique, où on argumente avec des valeurs qui ne sont pas ceux forcément de la science. Tout un autre discours.
la question de la légalisation, de la réglementation est une affaire politique. La question de l'efficacité d'un traitement et de devoir l'autoriser à des fins médicales est une affaire scientifique et de réglementation basée sur des... Mélanger ces deux moments, ces deux discussions est très problématique à plusieurs niveaux. Un, ou bien ça apporte à la médicalisation de ce qui devrait être des droits civiques, une discussion politique. Si vous donnez le droit ou la mission aux médecins de décider ce qui devrait être des droits civiques, c'est un grand problème. On n'est pas bon pour ça, nous. Et on risque d'être très, très mauvais même pour ça. Dans d'autres domaines, ça a déjà été essayé et ça ne va pas très bien. Interruption de grossesse, par exemple. Si nous, on doit décider qui a le droit de consommer des substances, pas bon, hein? On n'est pas toujours les plus ouverts d'esprit. De l'autre côté, si on ouvre le monde thérapeutique à ce qui ne se base pas sur des bases scientifiques, ben on ouvre la porte au chamanisme, au n'importe quoi, ce qui devrait être thérapeutique. Et le thérapeutique, il y a des bonnes raisons pour que ça reste comme ça. Et une bonne raison, c'est déjà le financement. Le financement dans nos pays est solidaire. Et puis du moment qu'il est solidaire, je veux, moi, être sûr que vous qui recevez ce traitement, que ce traitement soit aussi efficace et que ce ne soit pas juste beau ou sympa ou quelque chose comme ça. Je veux que ce soit efficace. Je veux payer pour ce qui est efficace. Voilà. Après, il y a des raisons éthiques aussi qui jouent là-dedans. Donc, séparons clairement ces deux débats. On peut être pour le développement thérapeutique et pour une légalisation, mais ces deux discussions, on doit les mener de manière séparée. Merci beaucoup pour cette clarification, docteur Zolino. Pour finir, il existe d'autres moyens d'accéder à cet état de modification de perception, etc., notamment via une pratique de respiration qu'on appelle la respiration holotropique. Est-ce que les effets en psychiatrie sont les mêmes? Et puis, est-ce que vous connaissez d'autres moyens d'accéder à ces états, des états modifiés de conscience finalement que cela? Oh, il y a plusieurs méthodes, méditation de tout type. Il y a euh, des autres méthodes physiques. Respiration, c'est certainement une. Il y a des différences déjà d'effets. Ils ne sont pas complètement superposables. C'est déjà une chose, mais ça, c'est peut-être un argument relatif. Euh, on pense aujourd'hui qu'une partie des effets euh, thérapeutiques qui catalysent après aussi la psychothérapie sont des phénomènes qu'on appelle aussi de décentration. Donc, cette capacité à s'observer, à prendre une position de tierce personne, à s'observer, penser. Je peux penser une chose et je peux me poser la question de comment est-ce que j'ai pensé maintenant cette chose. Voilà, cette position de décentration est un effet qui est recherché dans beaucoup de méthodes psychothérapeutiques. Il y a des personnes qui ont du talent pour le faire. Il y a d'autres qui l'ont moins ou qui, par rapport à aux troubles qui se retrouvent, ont moins la capacité de le faire. Voilà. Anxiété, par exemple, c'est difficile de se décentrer si on n'est pas paniqué. C'est difficile à faire. Alors, les méthodes respiration holotropique, etc., demandent un investissement. Il faut que je le fasse pour que ça réussisse. Donc, je dois être actif. Je dois éventuellement dépasser des résistances à le faire, puis éventuellement mes symptômes me l'empêchent. Mhm. Les psychédéliques font ça de manière pharmacologique. À une certaine dose, il n'est pas possible d'échapper à ce phénomène. Je ne peux pas ne pas être décentré. C'est l'effet propre
de la substance. C'est là que probablement on ne peut pas tout faire avec la respiration holotropique, qui est intéressante, mais voilà, qui marche avec ceux qui réussissent. On a la même chose avec le mindfulness. Le mindfulness marche avec ceux qui sont capables de le faire. Moi, par exemple, je ne suis pas capable de le faire. Donc, il ne faut même pas essayer. Les substances, probablement, je vais le dire comme ça, probablement, fait l'effet. Avez-vous une dernière chose à dire pour finir cet épisode? Et j'insiste encore une fois sur la distinction des deux domaines de discussion, parce que c'est le grand risque qu'on recourt. Si on les mélange encore une fois, il va y avoir des problèmes. Et puis, on risque d'être au retour d'un problème qu'on avait durant les années 60, où tout d'un coup, tout devenait possible. Tous les problèmes du monde, que ce soit santé, paix, etc., et devait être réglé par ces substances. Et c'est clair que ça ne sera pas le cas. Donc, ne refaisons pas la même erreur. On risque d'avoir de nouveau une réaction similaire. Et ça serait dommage. Très bien, c'est compris sur ce point. Merci beaucoup au Dr Zulino pour sa participation à l'épisode. Et merci à toi de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, laisse une évaluation de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Pour toi, ça prend 10 secondes, mais pour moi, ça compte beaucoup. Pour suivre l'actualité du podcast et participer activement à celui-ci, tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour aller plus loin, le soutenir en donnant une participation financière pour soutenir les frais associés à celui-ci. Comme d'habitude, tu trouveras toutes ces informations en description. Merci pour ton écoute et à bientôt.